Un père rencontre une femme à la crèche de sa petite fille, mais ce qu'il ignore, c'est que cette femme mène une vie de milliardaire qu'elle cache soigneusement. Lorsque la vérité éclatera, qu'est-ce qui l'emportera? L'amour ou la confiance? L'air matinal était vif, annonciateur de l'automne. Une douce fraîcheur laissait présager des journées plus courtes et des nuits plus longues. Léo marchait avec sa fille, la petite main de Maya fermement serrée dans la sienne, son sac à dos rose vif rebondissant à chaque pas qu'elle faisait. Il ajusta la sangle de son sac en cuir usé, une habitude nerveuse dont il n'avait jamais réussi à se débarrasser. C'était leur premier jour à Learning Grove, une crèche qui semblait presque trop belle pour être vraie lorsqu'il avait trouvé le prospectus épinglé au tableau d'affichage de la bibliothèque. Elle était propre, moderne et inexplicablement abordable. Un petit miracle pour un homme dont le budget était si serré qu'il en était presque transparent. Maya bavardait à côté de lui, montrant du doigt un écureuil qui grimpait à un vieux chêne, sa voix formant une mélodie joyeuse qui contrastait avec le calme de la banlieue matinale. Léo sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Il était fatigué, d'une fatigue qui s'installe profondément dans les os, un résident permanent dans la maison d'un parent seul qui essaie d'être suffisant pour deux. Lorsqu'ils entrèrent, la chaleur du bâtiment les envahit immédiatement. L'odeur du polish au citron et de quelque chose qui ressemblait vaguement à de la peinture fraîche emplissait l'air. C'était calme, organisé, un monde à part du chaos contrôlé de leur petit appartement de 2 chambres. Une jeune femme au sourire aimable les accueillit à la réception et enregistra Maya avec une efficacité rodée. Léo s'agenouilla pour embrasser sa fille, le cœur serré comme chaque matin, partagé entre l'amour et une peur sourde qui ne le quittait jamais. « Sois sage, ma puce », lui murmura-t-il dans les cheveux. Elle le serra fort dans ses bras. « D'accord, papa, je t'aime encore plus », dit-il en la regardant s'éloigner dans le couloir sans se retourner, disparaissant dans une salle de classe remplie de fresques colorées et remplie du doux son des rires des enfants. Il resta là un instant, tel un fantôme à l'entrée d'une vie qu'il construisait jour après jour, alors qu'il s'apprêtait à se retourner et à partir. Son regard fut attiré par quelque chose dans le coin de la salle d'accueil lumineuse. Une petite bibliothèque en bois penchait dangereusement sur le côté, son étagère supérieure s'affaissant sous le poids d'une douzaine de livres d'images. Il semblait qu'une seule vis s'était desserrée. Une réparation simple, mais néanmoins dangereuse. Un autre parent serait peut-être passé sans y prêter attention. Un autre l'aurait peut-être signalé à la réception. Mais Léo était bibliothécaire de métier et avait l'habitude de réparer les objets cassés. Par nécessité, il ne pouvait pas simplement l'ignorer. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Le hall était vide pour le moment. Avec un soupir discret, il posa son sac, s'agenouilla à côté de la bibliothèque et fit glisser doucement les livres sur le sol. Ses doigts, longs et habiles après des années passées à manipuler des reliures fragiles et des pages délicates, trouvèrent immédiatement le problème. Un joint desserré, un support affaibli. Il fouilla dans son sac et en sortit un petit outil multifonction, un cadeau de son père datant de plusieurs années, qu'il emportait toujours avec lui. Après quelques tours de tournevis et un léger clic, le joint se remit en place. L'étagère était à nouveau droite et solide. Il remit les livres en rang, leur dos parfaitement aligné. Satisfait, il se leva, épousseta ses genoux et se retourna pour partir. Il ne remarqua pas la vitre teintée du bureau qui donnait sur le hall d'entrée. Et il ne remarqua certainement pas la femme qui avait observé chacun de ses gestes. Sa main s'était figée à mi-chemin vers sa tasse de café. Son expression était un mélange de surprise et d'autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps, de la curiosité. Et Lara Vance était assise dans le calme de son bureau. Le miroir sans teint devant elle, qui offrait une vue parfaite et invisible sur le hall en contrebas, était son sanctuaire. Un cocon minimaliste de béton poli et de verre fumé. Un monde à part du chaos coloré des salles de classe de l'autre côté du mur. Elle avait construit cet endroit, toute cette chaîne de crèches abordables et de grande qualité, en investissant des millions dans une fondation qui portait un nom. Personne ici ne reconnaîtrait que c'était sa pénitence, son but, sa façon de construire, quelque chose qui comptait dans une vie devenue une cage dorée. L'homme dans le hall d'entrée n'était pas celui qu'elle attendait. Il était grand, avec des yeux bienveillants et la posture fatiguée de quelqu'un qui portait plus que la sacoche sur son épaule. Ses vêtements étaient simples, usés mais propres, une chemise délavée et un jean foncé. Il se déplaçait avec une grâce tranquille, une douceur qui semblait déplacée dans un monde qui récompensait le bruit et l'agressivité. Elle l'avait observé avec sa fille, la façon dont il s'agenouillait à sa hauteur, la façon dont toute son attention se concentrait sur la petite fille au sac à dos rose. C'était un moment d'amour pur et sans phare,
le genre d'amour qu'elle ne lisait généralement que dans les romans qu'elle collectionnait, mais qu'elle avait rarement le temps d'ouvrir lorsqu'il avait remarqué la bibliothèque cassée. Elle s'attendait à ce qu'il s'en aille ou se plaigne. Au lieu de cela, il l'avait réparée sans un mot, sans chercher à être félicité, ni même remercié. Il avait simplement vu quelque chose de cassé et l'avait réparé. C'était une chose insignifiante, une réparation de 5 minutes. Mais dans le monde d'Ara, rien n'était jamais aussi simple. Tout était une transaction, une négociation, un coup sur un échiquier de pouvoir et d'influence. Les gens ne faisaient rien gratuitement. Ils agissaient pour obtenir un avantage, pour leur réputation, pour la promesse tacite d'une faveur en retour. Lui, il l'avait fait simplement parce que c'était nécessaire. Il avait remis les livres sur l'étagère avec le soin de quelqu'un qui respectait les histoires. Elle remarqua que son propre sac était rempli de livres. Le cuir était assoupli et craquelé par le temps, témoignage d'une vie passée en compagnie des mots et non de la richesse. Il ne leva pas les yeux, ne sembla pas remarquer qu'on l'observait. Il termina simplement sa tâche, prit son sac et sortit, la clochette tintant doucement. Derrière lui, Ahara fixait l'endroit où il se trouvait, son café refroidissant sur le bureau à côté d'elle. Elle ouvrit son dossier sur sa tablette. Léo Morgan, bibliothécaire, père célibataire, fille Maya, 7 ans. Les informations étaient succinctes et cliniques, mais l'homme qu'elle venait de voir était tout sauf cela. Elle se cala dans sa chaise, le silence du bureau pesant sur elle pour la première fois. Pour la première fois depuis longtemps, Vance voulait en savoir plus sur une histoire qui ne lui appartenait pas. Le lendemain matin, Léo accompagna Maya à la crèche avec un peu plus d'aisance. Le premier jour, la nervosité avait laissé place à un rythme confortable. Maya était ravie de retrouver ses nouveaux amis et Léo était reconnaissant de l'ambiance calme de cet endroit qui semblait sûr et accueillant. En entrant dans le hall, il remarqua un nouveau visage à la réception, une femme aux yeux chaleureux et intelligents et au sourire serein. Elle portait une robe grise simple, ses cheveux bruns étaient tirés en arrière en un chignon lâche. Elle avait l'air élégante mais accessible. Elle ne ressemblait pas aux administratrices de crèche auxquelles il était habitué. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce et posée, « bon retour parmi nous ». Léo hocha la tête et lui adressa un sourire poli. « Bonjour ». Il inscrivit Maya sur la tablette. La femme l'observa, son regard s'attardant un instant sur la sangle usée de son sac. « Je voulais vous remercier », dit-elle. Léo leva les yeux, surpris, vers l'étagère qu'elle désignait du doigt, désormais droite et solide dans le coin. « Je suis Ellie, la nouvelle directrice. J'ai vu sur la vidéo de sécurité que vous aviez réparé la chute d'un Moxen. Vous n'étiez pas obligé de le faire. » Léo sentit une légère rougeur lui monter au cou. « Oh, ce n'était rien, juste une vis desserrée. Je ne voulais pas qu'un enfant se blesse. Eh bien, nous vous en sommes reconnaissants, » dit-elle en lui adressant un sourire plus large. Ce n'est pas souvent que les gens prennent le temps de réparer des choses qui ne les concernent pas. Maya tira sur sa manche. « Papa, je peux aller jouer maintenant ?» Il sourit et l'embrassa sur le front. « Bien sûr, amuse-toi bien. » Alors que Maya s'éloignait en courant, Ellie se pencha légèrement en avant et baissa un peu la voix. « Vous avez une fille merveilleuse. Elle est brillante et si gentille avec les autres enfants. » Léo sentit sa poitrine se gonfler d'une fierté familière. « Oui, elle est la meilleure partie de ma vie. » Il le dit simplement, sans fioriture, et son honnêteté sembla la prendre au dépourvu. Elle soutint son regard un peu plus longtemps que nécessaire. Son expression était indéchiffrable. Quelque chose y passa, quelque chose de plus que de la courtoisie professionnelle. Mais cela disparut aussi vite que cela était apparu. « Eh bien, dit-elle en se redressant, à cet après-midi, Léo Morgan. Passez une bonne journée. » Léo s'arrêta à mi-chemin de la porte. « Comment connaissez-vous mon nom de famille ?» Elle tapota la tablette devant elle. « Il est sur la feuille d'inscription, monsieur Morgan. » Il acquiesça. « Bien sûr, c'est vrai, passez une bonne journée. » Il sortit dans l'air frais du matin, repassant brièvement leur échange dans son esprit. Elle avait quelque chose de particulier, une intensité, un calme qui semblait différent. Il haussa les épaules en se dirigeant vers la bibliothèque, mettant cela sur le compte d'une nouvelle patronne qui essayait de faire bonne impression. Il ne savait pas que la femme nommée Ellie était en fait Vance, et qu'elle n'avait pas appris son nom sur une tablette. Elle l'avait mémorisé la veille au soir, en regardant la photo d'un homme qui réparait des choses sans rien demander en retour. Ahara passa le reste de la journée dans un état d'agitation modérée. Elle assista à 3 réunions virtuelles du conseil d'administration de sa société d'investissement technologique, acquiesçant aux moments opportuns et prenant des décisions qui allaient faire circuler des millions de dollars à travers les continents. Mais son esprit n'était pas aux options sur actions ni aux rapports trimestriels.
Il était dans le hall du Learning Grove. Elle repassait en boucle une conversation de 2 minutes avec un bibliothécaire qui sentait légèrement le vieux papier et dégageait une intégrité tranquille. Son équipe avait remarqué ce changement. Son assistante de direction, Catherine, avait reporté 2 fois un appel. Elle avait remarqué la distraction inhabituelle d'Ara. Ara avait bâti un empire grâce à sa capacité à anticiper 10 coups à l'avance, à analyser les données et le comportement humain avec une clarté froide et impartiale. Mais Léo Morgan était une anomalie. Il ne correspondait à aucun des profils auxquels elle était habituée. Il n'essayait pas de l'impressionner. Il ne cherchait pas à tirer profit de la situation. Il ne semblait même pas remarquer les signes subtils de richesse qu'elle ne pouvait pas complètement effacer de sa posture ou de son discours. Elle avait choisi le nom d'Ellie sur un coup de tête, une version plus douce d'elle-même, un nom qui n'était pas associé au poids d'une liste Forbes. Elle avait mentionné qu'elle portait une robe simple, d'une marque que personne ne reconnaîtrait, et elle avait délibérément laissé sa montre Audemars Piguet. Elle avait laissé sa montre de luxe dans le coffre-fort de son penthouse. Elle avait essayé d'être normale, et pendant quelques minutes, elle avait pensé avoir réussi. Mais la façon dont il la regardait, avec ce regard franc et sans prétention, l'avait déconcertée plus que n'importe quelle négociation à haut risque dans laquelle elle s'était jamais engagée. Elle voulait le revoir, non pas en tant que Vance, le bienfaiteur reclus, mais en tant qu'Ellie, la directrice de la crèche, un rôle qu'elle commençait à trouver plus attrayant que tous les titres de PDG qu'elle avait jamais occupés cet après-midi-là. Elle s'assura d'être à la réception lorsque les parents commencèrent à arriver pour venir chercher leurs enfants. Elle salua chacun d'entre eux avec un sourire poli, le cœur battant à tout rompre. Chaque fois que la porte s'ouvrait, Léo entrait, son sac en bandoulière et le regard fatigué. Elle sentit une vague de soulagement ridicule l'envahir. Maya arriva en courant dans le couloir, une peinture au doigt serrée dans sa main. « Papa, regarde, j'ai fait un monstre arc-en-ciel !» Le visage de Léo s'illumina d'un sourire sincère. Sa fatigue s'évanouit lorsqu'il s'agenouilla pour admirer l'œuvre d'art. « C'est le plus beau monstre arc-en-ciel que j'ai jamais vu », dit-il d'une voix pleine de chaleur. Ellie les regarda, une douleur silencieuse s'installant dans sa poitrine. C'était réel. C'était le genre de lien qui ne pouvait être fabriqué ou acquis. Il devait être cultivé, nourri, protégé. Alors qu'il se retournait pour partir, Léo s'arrêta et la regarda. « Passe une bonne soirée, Ellie », dit-il, utilisant le nom qu'elle lui avait donné. « Toi aussi, Léo », répondit-elle. Et le son de son vrai prénom sur ses lèvres, même dans sa version abrégée, lui sembla plus significatif qu'il n'aurait dû l'être. Elle les regarda sortir main dans la main et sut sans l'ombre d'un doute qu'elle serait de retour à ce bureau le lendemain, attendant un autre petit moment. Dans un monde qui commençait à lui sembler plus familier que le sien, les déposes quotidiennes devinrent un rituel tranquille pour Léo et Ara. Il arrivait avec Maya peu après 8 heures et Ara, sous le nom d'Ellie, l'attendait à la réception, prête à l'accueillir avec un sourire chaleureux et une question sur sa journée. Leur conversation était de brefs moments de calme. Dans l'agitation du matin, il apprit qu'elle était nouvelle dans la région, qu'elle se passionnait pour l'éducation de la petite enfance et qu'elle croyait qu'un bon livre pouvait résoudre presque tous les problèmes. Elle apprit qu'il travaillait à la bibliothèque publique centrale, qu'il avait un talent pour réparer non seulement les étagères, mais aussi les robinets qui fuyaient et les tondeuses à gazon qui crachotaient, et que son moment préféré de la journée était de lire à Maya avant de la coucher. Leurs interactions étaient toujours soigneusement encadrées par le professionnalisme, mais sous la surface, quelque chose d'autre commençait à couler. Un matin, Léo arriva avec l'air plus fatigué que d'habitude. Il avait des cernes sous les yeux et ses mouvements étaient lents, comme s'il était alourdi par autre chose que son sac. « Ça va ?» demanda Ellie, d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. « La nuit a été longue », admit-il avec un soupir. « Maya a fait un cauchemar et le chauffe-eau a décidé de rendre l'âme vers 3 heures du matin. Je bricole dessus depuis l'aube, mais je pense que l'élément chauffant est fichu. » Elle fronça les sourcils. « Ça a l'air horrible. Je peux faire quelque chose ?» Léo eut un petit rire sans humour. « À moins que tu ne sois secrètement une experte en plomberie. Je pense que je vais devoir me débrouiller tout seul. Je connais quelqu'un, dit-elle rapidement. Un très bon plombier. Il est fiable et honnête. Je peux lui demander de passer chez toi aujourd'hui. » Léo se raidit légèrement. L'offre était gentille, mais elle ressemblait trop à de la charité. Une ligne qu'il n'était pas à l'aise de franchir. « J'apprécie, dit-il, son ton devenant plus prudent. Mais je vais trouver une solution. C'est mon métier. » Ara remarqua immédiatement le changement, le mur qui se dressait, la fierté qui était à la fois sa plus grande force et sa défense la plus obstinée.
Elle recula instantanément. « D'accord. Eh bien, l'offre tient toujours si vous changez d'avis, dit-elle d'un ton léger. Il acquiesça brièvement et se détourna pour quitter la chaleur des ronds. Leur échange matinal habituel avait laissé place à une froideur gênante. Ara le regarda s'éloigner, une pointe de frustration dans la poitrine. Elle avait seulement essayé d'aider, mais elle avait oublié que pour un homme comme Léo Morgan, l'aide pouvait être perçue comme un jugement. Il avait accès à une multitude de ressources. Un simple coup de fil pouvait résoudre son problème en 1 heure. Mais il vivait dans un monde où les problèmes étaient résolus à la force des mains et à la seule force de la volonté. Elle avait dépassé les limites et elle le savait. Elle passa le reste de la journée dans un état d'agitation. Son erreur qu'elle repassait dans son esprit était d'avoir voulu combler le fossé entre leurs 2 mondes. Mais elle comprit rapidement que la distance ne se mesurait pas seulement en kilomètres ou en argent. Elle se mesurait en fierté et en dignité tranquille d'un homme déterminé à se débrouiller seul. Elle comprit alors que si elle voulait se rapprocher de lui, elle ne pouvait pas lui proposer de résoudre ses problèmes. Elle devrait trouver un moyen de le laisser résoudre l'un des siens le lendemain matin. Léo était silencieux. Lorsqu'il arriva à la crèche, il la salua poliment, mais la chaleur naturelle de leur conversation précédente avait disparu. Le cœur d'Alla se serra un peu. Elle avait répété une 12aine d'excuses dans sa tête, mais aucune ne lui semblait appropriée. Elle décida alors d'essayer une autre approche. Alors qu'il inscrivait Maya, elle prit la parole avec précaution, d'un ton désinvolte. « Léo, je me demandais si je pouvais te demander ton aide. » Il leva les yeux, surpris, toujours sur ses gardes, mais avec une lueur de curiosité dans les yeux. « Mon aide ?» Elle acquiesça, désignant une pile de nouveaux livres sur le comptoir derrière elle. « Nous venons de recevoir une nouvelle livraison pour les enfants plus âgés, et honnêtement, je suis un peu dépassé. Je ne sais pas lesquels sont appropriés ou suffisamment intéressants. Je sais que vous êtes bibliothécaire et j'espérais que vous auriez un moment pour les parcourir. Donnez-moi votre avis d'expert. » Léo hésita un instant, étudiant son visage. Il semblait chercher un piège, un motif caché. Mais Ahara garda une expression ouverte et honnête. Une simple demande d'expertise, pas une aumône. Elle ne lui offrait pas d'argent. Elle lui offrait du respect pour ses connaissances et ses compétences. Lentement, la tension dans ses épaules sembla s'atténuer. « Oui, » dit-il avec un petit sourire qui revint enfin sur ses lèvres. « Je peux le faire. J'ai quelques minutes avant de commencer mon service. » Il passa derrière le comptoir, posa son sac sur le sol et commença à trier les livres. Ses mains bougeaient avec une révérence familière, feuilletant les pages, évaluant les illustrations, lisant à voix basse des extraits du texte. Ara le regardait, en faisant semblant de classer des fichiers sur son ordinateur, mais toute son attention était tournée vers lui. Elle adorait le voir dans son élément, entouré des choses qu'il comprenait et chérissait. Ici, il était sûr de lui. Sa fatigue avait laissé place à une passion tranquille qui illuminait son regard. Il mit quelques livres de côté, créant 2 piles. « Celui-ci, dit-il en brandissant un roman d'aventure aux illustrations colorées, est un classique, idéal pour la lecture à voix haute. Celui-ci, dit-il en désignant un roman à l'aspect plus sombre, est un peu trop dense pour cette tranche d'âge, mais celui-ci, dit-il en prenant un volume mince à la couverture simple, est spécial. Il parle de trouver le courage. Quand on se sent petit, dit-il en la regardant, et pendant un instant, elle eut l'impression qu'il ne parlait pas seulement du livre. « Merci, Ellie, » dit-elle d'une voix sincère. « C'est extrêmement utile. »« Ce n'est rien, » répondit-il en haussant les épaules, mais la complicité entre eux était revenue. « Je suis heureux de le faire. » Il prit son sac et se dirigea vers la porte, s'arrêtant juste avant de partir. « Au fait, » dit-il, « j'ai réparé le chauffe-eau. Ça m'a pris toute la nuit, mais il fonctionne à nouveau. » Ara sourit. « Tant mieux, je suis contente. » Et alors qu'il sortait dans la matinée, elle ressentit un sentiment de victoire qui n'avait rien à voir avec la conclusion d'un accord ou l'acquisition d'une entreprise. Elle avait trouvé un moyen de le laisser entrer dans sa vie, non pas en lui offrant son univers, mais en lui demandant de faire partie du sien. C'était un petit pas, mais il lui semblait plus important que tous ceux qu'elle avait jamais faits. Tout le monde décida qu'il était temps de déplacer sa base d'opération. Elle dit à son équipe de direction qu'elle supervisait une révision pratique du programme phare de la Fondation, ce qui était techniquement vrai. Elle omisit simplement la partie concernant son intérêt personnel pour un certain bibliothécaire. Elle installa un petit bureau temporaire à l'arrière du bosquet d'apprentissage, un espace qui avait autrefois servi de débarras. Elle le fit vider et le meubla d'un simple bureau et d'une chaise confortable. C'était loin de son immense bureau penthouse, avec vue panoramique sur la ville.
Mais elle se rendit compte qu'elle préférait le faible bruit des rires des enfants qui filtraient à travers les murs et l'odeur des crayons de couleur au silence stérile de son siège social. Sa nouvelle proximité avec la vie quotidienne de la crèche lui donnait plus d'occasions d'interagir avec Léo. Leurs consultations matinales sur les livres devinrent une habitude. Il arrivait quelques minutes à l'avance et ils se tenaient ensemble près de la réception, la tête penchée sur une nouvelle pile d'histoires, leurs épaules se frôlant parfois, ce qui envoyait une décharge électrique à travers l'apparence soigneusement composée d'Hilara. Elle apprit à lire les subtils changements dans son humeur, le léger affaissement de ses épaules lorsqu'il était fatigué, la façon dont ses yeux se plissaient au coin lorsqu'il était vraiment amusé. Elle se surprit à attendre ces petits moments avec une intensité qui la surprit elle-même. Elle commença à lui apporter du café le matin, non pas provenant d'un café chic, mais du restaurant au bout de la rue. Le genre de café servi dans un gobelet en polystyrène et probablement brûlé, mais c'était un geste qu'il acceptait sans réserve. Comme auparavant, c'était un rituel partagé, un plaisir simple qui n'appartenait qu'à eux. Un après-midi, elle l'aperçut dans la cour de récréation. À l'heure de la sortie, il poussait Maya sur la balançoire. Son visage était tourné vers le ciel, et ses traits arboraient une rare expression de paix. Et Lara l'observait depuis la fenêtre de son petit bureau, une douleur sourde dans la poitrine. Elle voulait être là avec eux, partager cette joie simple, mais elle savait qu'elle ne devait pas trop insister. Elle devait le laisser mener la danse, le laisser décider quand et s'il était prêt à la laisser franchir la ligne qui séparait la directrice de la crèche de quelque chose de plus. Quelques jours plus tard, un colis arriva à la crèche à son attention. C'était un petit paquet brun sur lequel était écrit son nom, Ellie, de la main soignée de Léo. Elle l'ouvrit avec précaution, le cœur battant dans sa poitrine. À l'intérieur se trouvait un livre, une belle édition ancienne de son roman préféré lorsqu'elle était enfant. La couverture était usée et les pages avaient ramolli avec le temps. Une note était glissée à l'intérieur de la couverture. « Celui-ci m'a fait penser à toi », disait-il, fort et un peu perdu, mais avec un bon cœur. J'ai pensé qu'il devrait trouver sa place chez quelqu'un qui l'apprécierait. C'était le premier cadeau qu'elle recevait depuis des années, qui n'était pas une offre commerciale ou un geste calculé pour la flatter. Il était simple, personnel, et il signifiait plus pour elle que n'importe quel bijou ou option sur action. Elle serra le livre contre sa poitrine, l'odeur du papier ancien et le souvenir de son toucher s'y accrochant. Et elle sut à ce moment-là qu'elle était, bien plus profondément qu'elle ne l'avait jamais voulu, impliquée dans le festival d'automne annuel de la crèche, un tourbillon chaotique de couleurs et de bruits. Des bottes de foin étaient disposées en un labyrinthe improvisé, une table débordait de citrouilles asymétriques attendant d'être peintes, et l'air était chargé de l'odeur du cidre de pomme et du pop-corn. Léo s'était porté volontaire pour tenir le stand de conte, un petit coin de la cour de récréation décoré de guirlandes lumineuses et d'un vieux fauteuil confortable. Tous l'observèrent de loin tandis qu'il lisait à un public captivé de tout petits et d'enfants d'âge préscolaire. Sa voix était grave et apaisante, tissant des contes de chevaliers courageux et de renards rusés. Il ne se contentait pas de lire les histoires, il les incarnait. Ses expressions changeaient avec chaque personnage, ses mains gesticulaient pour souligner les rebondissements dramatiques. Maya était assise à ses pieds, les yeux écarquillés d'admiration, complètement hypnotisée par la magie de son père. Et Lara, sous son simple personnage d'Ellie, circulait dans le festival, discutant avec les parents et aidant à servir du cidre. Mais son regard revenait sans cesse vers Léo. Elle voyait la façon dont les autres mères le regardaient, leur sourire un peu trop éclatant, leur rire un peu trop bruyant. Il était gentil, beau, un père dévoué. C'était un bon parti. Et cette prise de conscience lui procura une vive et inattendue sensation de jalousie alors que le festival touchait à sa fin et que les parents commençaient à rassembler leurs enfants gavés de sucre pour les emmener vers le parking. Ara trouva Léo en train de ranger sa pile de livres. Le fauteuil à côté de lui était désormais vide. « Tu as eu beaucoup de succès », dit-elle d'une voix douce dans le crépuscule naissant. Il leva les yeux, un sourire fatigué mais sincère sur le visage. « Oui, eh bien, les enfants sont un public facile. Il suffit de leur donner un dragon et une voix ridicule pour les rendre heureux, » dit-elle en riant. « Tu es doué pour ça, vraiment doué. Je pense que tu as raté ta vocation. Tu aurais dû être artiste. » Il secoua la tête. « Non, j'aime trop le calme de la bibliothèque. La scène est un endroit solitaire. » Elle pencha la tête, surprise par sa perspicacité. « On dirait que tu parles d'expérience. » Il haussa les épaules. « Ma femme était actrice. Elle adorait les projecteurs. Elle adorait l'énergie de la foule. Elle était douée pour ça aussi. » Pendant un moment,
son sourire s'estompa. Une ombre passa sur ses yeux. Que s'est-il passé? Il hésita, puis détourna le regard. C'est une longue histoire. Elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle resta simplement là avec lui dans le silence, laissant le silence exprimer ce qu'il ne pouvait pas dire, le chagrin inexprimé, la douleur persistante. C'était la première fois qu'il parlait de sa femme autrement que de manière évasive. Et Ara ressentit l'importance de ce moment comme quelque chose de tangible. Il lui laissait entrevoir une partie de l'histoire qu'il gardait secrète, et cela lui semblait être un cadeau fragile et précieux. Alors que les dernières guirlandes lumineuses s'éteignaient autour d'eux, il s'est tourné vers elle, son expression indéchiffrable dans la pénombre. « Merci pour aujourd'hui, pour tout cet endroit », a-t-il dit en désignant le terrain de jeu désormais vide. « Tu as construit quelque chose de vraiment spécial ici. » Le cœur d'Ara s'est serré à ses compliments. Elle trouvait cela à la fois merveilleux et mensonger venant de lui. Elle voulait lui dire la vérité, lui avouer qu'elle était plus qu'Ellie la directrice. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle avait peur de briser la confiance fragile qu'ils avaient établie, de voir la chaleur dans ses yeux se transformer en suspicion ou, pire encore, en déception. Elle se contenta donc de sourire et dit « J'ai eu de l'aide ». Et à ce moment-là, elle sut qu'elle ne parlait pas seulement de son équipe. Elle parlait de lui. Le trajet jusqu'au parking fut silencieux. L'air s'était rafraîchi et les dernières lueurs du jour s'étaient estompées dans un ciel d'un bleu indigo profond. Le bruit de leurs pas sur le gravier était le seul son entre eux. Maya s'était endormie dans les bras de Léo, la tête blottie contre son épaule, le visage paisible dans la douce lueur des lumières du parking. Ara marchait à ses côtés, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, repassant dans son esprit leurs moments de silence. La conversation près de la cabine de compte. Elle pouvait encore sentir le poids de son chagrin inexprimé, l'ombre de la femme qui avait aimé les projecteurs et laissé un vide dans sa vie. Elle voulait en savoir plus pour comprendre l'histoire qu'il portait en lui, mais elle savait que ce n'était pas son rôle. Pas encore. Lorsqu'ils arrivèrent à sa voiture, un break vieillissant mais bien entretenu, il attacha doucement Maya dans son siège auto. Ses gestes étaient lents et prudents, afin de ne pas la réveiller. Ara se tenait près de la portière passager, attendant, ne sachant pas quoi dire. Les plaisanteries habituelles lui semblaient inadéquates. Maintenant qu'une vérité plus sérieuse avait été partagée, il ferma la portière arrière et se tourna vers elle. Son expression était fatiguée, mais sa méfiance s'était adoucie, remplacée par une vulnérabilité tranquille. « Je n'ai pas parlé d'elle depuis longtemps », dit-il d'une voix basse. « Pas comme ça », acquiesça Ara. « Je suis content que tu l'aies fait si c'est ce que tu voulais. Je veux dire, c'est juste que… » Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle commençait à reconnaître comme un signe de son combat d'intérieur. « C'est compliqué, elle nous a quittés au Léo, pas seulement le monde, moi et Maya. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une plus grande scène, d'une vie différente. Je ne lui suffisais pas. Elle est partie un matin sans se retourner. Les mots restèrent suspendus entre eux, crus et lourds. Elle sentit son propre souffle se bloquer dans sa poitrine. Elle avait supposé que sa femme était décédée. Le caractère définitif de cette situation était tragique, mais compréhensible. Mais cet abandon était une blessure d'un autre genre, une trahison qui laisserait des cicatrices plus profondes et plus complexes. « Léo, je suis tellement désolée », murmura-t-elle en repensant à son propre passé, un écho amer dans son esprit. Il haussa légèrement les épaules, brisé. C'était il y a longtemps. J'ai appris à vivre avec, mais je n'ai jamais appris à croire que les gens resteront. C'est pourquoi je reste seul, pourquoi je ne laisse personne entrer dans ma vie. Il la regarda, puis scruta son visage. Et c'est ce qui m'effraie chez toi, Ellie, parce que pour la première fois depuis longtemps, je pense que je veux te laisser entrer dans ma vie. Cette confession était si inattendue, si brutalement honnête, qu'elle resta sans voix. Elle pouvait sentir les fondations fragiles de leur amitié se transformer en quelque chose de plus profond, de plus terrifiant et de plus réel. Elle voulait tendre la main pour toucher son bras afin de le rassurer, mais elle était figée, prise entre le mensonge de ce qu'il pensait qu'elle était et la vérité de ce qu'elle était réellement. Et elle savait avec une certitude écœurante que la vérité ne ferait que confirmer ses craintes les plus profondes, à savoir qu'elle aussi venait d'un monde plus grand que le sien, et que les gens de son monde ne restaient jamais. Ara ne dormit pas cette nuit-là. La confession de Léo résonnait dans son esprit comme un refrain incessant. « Je pense que je veux te laisser partir », selon ses propres mots, était un cadeau terrifiant et précieux. Et elle se sentait comme une imposteur pour les avoir acceptés. Elle était allongée dans son lit penthouse,
les draps de soie frais contre sa peau, les lumières de la ville scintillant en dessous comme une galaxie lointaine. Mais le luxe ne lui apportait aucun réconfort. Il ne faisait que souligner le fossé entre sa vie et la sienne. Elle repensa à sa sacoche usée, à ses mains calleuses, à la dignité tranquille avec laquelle il évoluait dans le monde. C'était un homme qui connaissait la valeur des choses qui ne s'achètent pas. La loyauté, l'intégrité, l'amour. Il avait peur qu'elle le quitte. Et l'ironie tragique était que toute sa vie était construite sur le départ, le changement, l'acquisition et la cession. Elle incarnait sa plus grande peur, et il ne le savait même pas. Le lendemain matin, elle se rendit à la crèche avec un nœud à l'estomac. Elle devait lui dire qu'elle devait être honnête avant que les choses n'aillent plus loin, avant que sa fragile confiance ne soit brisée par un titre de journal ou un reportage fortuit. Mais lorsqu'elle arriva à la réception, prête à avouer qu'il n'était pas là, l'une des autres enseignantes était à son bureau. « Bonjour Ellie », dit-elle d'un ton enjoué. « Léo a appelé ce matin. Maya a de la fièvre. Il reste à la maison avec elle aujourd'hui. » Le cœur d'Ara se serra, un mélange de soulagement et de déception. Elle se dit que c'était pour le mieux, un répit, une chance de rassembler ses pensées, mais elle savait qu'elle ne faisait que repousser l'inévitable. Plus tard dans la journée, son téléphone vibra. C'était un SMS provenant d'un numéro inconnu. Une photo d'un thermomètre professionnel indiquant 38,4 degrés, suivi d'un message. On dirait que le monstre arc-en-ciel crache du feu aujourd'hui. Désolé de t'avoir manqué ce matin. Léo et Lara sourirent en lisant le message. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Elle tapa et effaça une douzaine de réponses avant de se décider pour quelque chose de simple. « Je suis désolé d'apprendre ça, Hope. J'espère qu'elle ira mieux bientôt. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. » L'offre était automatique, un réflexe. Mais dès qu'elle l'envoya, elle le regretta. Elle savait qu'il ne demanderait pas d'aide. Pas à elle. Mais sa réponse arriva quelques minutes plus tard. « En fait, il y a une chose. Pourrais-tu me recommander un bon livre pour un enfant de 7 ans grincheux et fiévreux ? Mon arsenal habituel ne fonctionne pas. » Le cœur d'Ara se remplit de joie. C'était une petite chose, une simple demande, mais c'était une ouverture, un fil de connexion auquel il était encore prêt à s'accrocher. « J'ai exactement ce qu'il vous faut, » répondit-elle. « Je peux vous l'apporter après le travail si vous voulez. » Sa réponse fut immédiate. « Ce serait formidable. Merci. » Ellie Arara passa le reste de la journée dans une attente nerveuse. Elle quitta le travail plus tôt et s'arrêta dans une librairie spécialisée pour acheter un exemplaire magnifiquement illustré du livre qu'elle avait en tête. C'était l'histoire d'un petit ours qui apprend qu'il est normal d'être grincheux parfois et que même les jours les plus orageux, le soleil finit toujours par réapparaître. Elle se rendit en voiture à son immeuble, un modeste complexe en briques situé dans un quartier calme. Elle serra le livre sur ses genoux comme un talisman. Elle était terrifiée à l'idée de le voir, de croiser son regard lorsqu'elle lui dirait enfin la vérité, mais elle était encore plus terrifiée à l'idée de perdre le lien fragile qu'ils avaient tissé. Elle devait croire que l'homme qui réparait les étagères cassées et lisait des histoires avec tant de cœur serait capable de voir au-delà du mensonge et de découvrir la personne qui était tout aussi perdue et effrayée que lui. L'immeuble sentait le vieux bois et l'arôme léger de quelqu'un qui cuisinait de l'ail et des herbes. C'était une odeur chaleureuse et vivante qui lui rappelait davantage son foyer que son propre appartement stérile dans une tour. Léo vivait au 3e étage, et tandis qu'Elara montait les escaliers, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Toc, toc. Elle serra le livre et un petit sac contenant une soupe achetée dans un café voisin en guise d'offrande de paix. Elle n'était pas sûre qu'il l'accepterait. Elle frappa doucement à la porte, qui s'ouvrit un instant plus tard. Léo se tenait là, l'air encore plus fatigué que d'habitude. Ses cheveux étaient ébouriffés et il portait un sweatshirt gris délavé. Il eut l'air surpris de la voir. « Tu es venu ?» dit-il d'une voix rauque. « Je t'avais dit que je viendrais ?» répondit-elle en brandissant le livre et le sac. « J'ai apporté des provisions pour la patiente et son infirmière. » Il hésita un instant, puis s'écarta pour la laisser entrer. L'appartement était petit mais bien rangé. Des livres étaient empilés en piles bien ordonnées sur toutes les surfaces disponibles. Et une collection de dessins colorés de Maya était collée sur le réfrigérateur. C'était un espace rempli d'amour et d'histoire, pas d'objets. Maya était recroquevillée sur le canapé sous une épaisse couette, un film Disney passant doucement à la télévision. Elle avait l'air pâle et apathique, mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle vit Ahara, Mademoiselle Ellie. « Oh, tu as apporté le livre » murmura-t-elle. Ahara sourit et s'assit sur le bord de la table basse. « Bien sûr que oui. J'ai entendu dire qu'un certain monstre arc-en-ciel se sentait un peu fougueux aujourd'hui.
Elle ouvrit le livre et commença à lire d'une voix basse et apaisante. Léo se tenait dans l'embrasure de la porte du petit salon et les observait. Un étrange mélange d'émotions tourbillonnait dans sa poitrine. Gratitude, émerveillement et une peur profonde et troublante. Il laissait cette femme entrer dans sa maison, dans la vie de sa fille, et il ne savait presque rien d'elle, sauf qu'elle était gentille et qu'elle avait le don de rendre le monde un peu moins lourd. Après quelques pages, les yeux de Maya se sont mis à se fermer, et elle s'est rapidement endormie. Sa respiration s'est calmée pour adopter un rythme doux. Ara ferma doucement le livre et se leva. « Elle est adorable quand elle ne crache pas du feu », dit Léo avec un léger sourire. Ara gloussa. « Elle est adorable ». Puis, ils restèrent debout dans le silence de l'appartement. Les seuls bruits étaient le doux ronronnement du réfrigérateur et le murmure lointain de la télévision. Léo la regarda, l'air sérieux et interrogateur. « Merci pour tout ça, Ellie. Vraiment, tu n'étais pas obligée. Je le voulais, dit-elle, le cœur lourd du poids de sa vérité tacite. « Léo, il y a quelque chose que je dois te dire. » Il acquiesça lentement, comme s'il s'y attendait. « D'accord, mais avant qu'elle puisse parler, il l'interrompit. « Un instant, mais pas ce soir. Attendons d'abord que la fièvre passe. » Ara voulait insister pour en finir, mais elle vit l'épuisement dans ses yeux, son appel à un jour de paix supplémentaire. Elle acquiesça donc, acceptant sa trêve silencieuse, mais elle savait que ce n'était qu'un répit temporaire. La tempête approchait, et elle ne pouvait qu'espérer qu'ils seraient assez forts pour la traverser ensemble. La fièvre tomba le lendemain, et le week-end venu, Maya avait retrouvé son énergie habituelle. Un tourbillon d'énergie et de questions sans fin. Léo semblait lui aussi plus détendu. Les rides de fatigue autour de ses yeux s'étaient adoucies, laissant place à un sourire serein. Reprenant ses esprits, il envoya un SMS à Ahara le samedi matin. « Un simple merci pour la soupe et le livre, tu m'as sauvé la vie. » Elle sourit en lisant le message, soulagée que le fragile pont entre eux ne se soit pas effondré. Elle s'apprêtait à répondre lorsqu'un autre message arriva. « Nous allons au parc pour dépenser un peu de cette énergie refoulée. Si tu n'es pas occupé et que tu veux te joindre à nous, » le cœur d'Ahara bondit. C'était la première fois qu'il proposait une rencontre en dehors de la crèche, une invitation claire dans leur univers du week-end, un univers qui n'avait rien à voir avec son rôle d'Ellie. « La directrice, » répondit-elle instantanément. « J'adorerais ça. » Le parc était une vaste étendue de verdure parsemée de chênes centenaires et d'une aire de jeu qui avait connu des jours meilleurs, mais qui résonnait du rire des enfants. Léo et Maya étaient assis sur un banc près de l'étang au canard, lorsque Ahara arriva. Mia l'aperçut la première et accourut vers elle pour se jeter dans ses bras. « Mademoiselle Ellie, vous êtes venue. » Tous rirent en la serrant dans leurs bras. « Bien sûr, je ne manquerai pour rien au monde l'occasion de voir les passes. »« Les canards !» Léo se leva à son approche, un sourire chaleureux et sincère sur le visage. « Je suis content que vous ayez pu venir, » dit-il. « C'est une belle journée pour ça. » Il y a quoi qui... Ils marchèrent tout le long de l'étang, Maya sautillant devant eux pour jeter des miettes de pain aux canards impatients. Le soleil réchauffait leurs épaules et l'air était rempli de l'odeur de la terre humide et des feuilles d'automne. C'était un après-midi ordinaire parfait, et pourtant, cela semblait être un miracle. Ils discutèrent avec aisance, leur conversation passant des livres aux films, puis aux problèmes. Les absurdités de la parentalité. Léo était plus ouvert qu'elle ne l'avait jamais vu, partageant des anecdotes amusantes sur les premières années de Maya et ses propres tentatives maladroites pour naviguer dans la paternité célibataire. Il était spirituel et perspicace, et elle se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Alors qu'ils étaient assis sur un banc à regarder Maya sur les balançoires, il se tourna vers elle, son expression devenant plus sérieuse. « Ellie, » dit-il d'une voix basse, « je sais que tu voulais me dire quelque chose l'autre soir, » dit-elle en sentant son cœur se crisper et recommencer à battre nerveusement. « Oui, c'est vrai. » Il hocha la tête. « J'ai l'impression de savoir de quoi il s'agit, mais je veux d'abord que tu saches quelque chose. » Il prit une profonde inspiration. « Quoi que ce soit, cela ne changera pas mes sentiments à ton égard. Cela ne change rien au fait que tu as apporté quelque chose dans ma vie et dans celle de Maya que je ne pensais plus possible. J'en ai peur, admit-il, mais j'ai encore plus peur de le perdre. » Ahara le fixa, la gorge serrée par des larmes contenues. Ses paroles étaient un cadeau de confiance si profond, si immérité, que cela lui brisa le cœur. Elle devait lui dire maintenant. Elle ne pouvait pas le laisser lui offrir cette chose magnifique et fragile alors qu'elle se cachait toujours derrière un mensonge. « Léo, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « la vérité, c'est que je ne m'appelle pas Ellie. » Mais avant qu'elle n'ait pu ajouter un mot, une voix retentit de l'autre côté du parc. « Ahar, c'est toi ? Ahar Vance. »
Har se figea, le sang se retirant de son visage. Elle se retourna et vit un homme en costume sur mesure courir vers eux, un sourire prédateur sur le visage. C'était un journaliste d'un magazine économique, quelqu'un qu'elle évitait depuis des mois. « Oh, c'est parfait », dit-il en sortant son téléphone et en prenant une photo. Le milliardaire reclus se cachant en banlieue. « Et qui est-ce ? Votre nouveau projet favori ?» Il fit un geste vers Léo, le ton plein de condescendance. Le monde s'est mis à basculer. Hara regarda Léo et vit l'horreur naissante dans ses yeux. La confusion se transforma en un regard de trahison si profond qu'il était physiquement douloureux de voir le charme rompu. Le bel après-midi ordinaire vola en éclats et le mensonge qu'elle avait tant essayé de contenir venait d'exploser de la pire manière possible. Léo eut l'impression que l'air avait été expulsé de ses poumons. Hara Vance, ce nom résonnait dans son esprit, tiré des pages glacées des magazines. Il l'avait entendu à la bibliothèque, dans les actualités économiques, qu'il avait entendues à la télévision de la salle de pause. C'était une titane de l'industrie, un nom synonyme de richesse, de pouvoir et d'un succès presque mythique. Et c'était Ellie, la femme qui lui apportait du café brûlé et lisait des histoires à sa fille. L'homme au téléphone continuait de parler. Ses mots formaient un flot venimeux d'insinuations et de spéculations. Mais Léo ne l'entendait pas. Il regardait Hara, la panique dans ses yeux, la façon dont elle se tenait, figée comme un cerf, effrayé, pris dans les phares d'une voiture. Tout s'expliquait, les vêtements chers mais discrets, l'offre désinvolte d'un maître plombier, la confiance qui ne cadrait pas tout à fait avec son histoire. En tant que simple bibliothécaire, il sentit une vague d'humiliation le submerger. Tout cela n'avait-il été qu'un jeu, une expérience sociale pour un milliardaire qui s'ennuyait ? Était-il, Maya et lui, juste un divertissement pittoresque, une histoire qu'elle raconterait un jour lors d'un cocktail ? Dans sa vie réelle, le journaliste finit par partir, satisfait d'avoir obtenu son scoop, son histoire, sa photo qui serait diffusée sur Internet avant la tombée de la nuit. Le parc semblait soudainement silencieux, trop calme. Le rire de Maya sur les balançoires ressemblait désormais à un écho lointain d'une autre vie. Hara finit par bouger, s'avançant vers lui, la main tendue vers Léo. Il se recula à son contact, son corps réagissant avant que son esprit n'ait pu former une pensée cohérente. « N'est-ce pas ?» dit-il d'une voix plate et vide. La chaleur de l'après-midi avait disparu, remplacée par une clarté glaciale. Il la regardait non pas avec colère, mais avec une profonde et douloureuse déception. « C'était donc ça la vérité », dit-il d'une voix à peine audible. Elle avait un bon livre pour un enfant de 7 ans fiévreux, parce qu'elle possédait la maison d'édition. Elle connaissait un bon plombier, parce qu'elle possédait probablement l'entreprise de construction qui avait bâti la moitié de la ville. Tout ce qu'elle avait présenté comme de la simple gentillesse n'était qu'une extension de son pouvoir naturel. « Tu m'as menti, dit-il. Ce n'était pas une accusation, c'était un constat. Je voulais te le dire, supplia-t-elle d'une voix brisée. J'allais... » Léo secoua simplement la tête. Il se retourna et se dirigea vers les balançoires, lui tournant le dos. Elle entendit un mur silencieux et impénétrable. « Je pense que tu devrais partir, » dit-il sans se retourner. Il souleva Maya, perplexe, de la balançoire, son rire mourant dans sa gorge, alors qu'elle sentait le changement soudain d'humeur de son père. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ? » ?»« Rien. Ma chérie, » dit-il d'une voix tendue. « Rentrons à la maison. » Il s'éloigna sans un mot, laissant Hara seule près de l'étang au canard, le soleil couchant projetant une longue ombre froide derrière elle. Elle les regarda partir, le père et la fille, se retirant dans leur petit monde sécurisant, et elle sut qu'elle venait de briser la seule chose qu'elle n'avait jamais voulu toucher, sa confiance. Le trajet du retour fut silencieux. Maman était assise à l'arrière, son bavardage habituel remplacé par un silence vigilant. Elle jetait des coups d'œil au profil rigide de son père, à sa mâchoire crispée, à ses jointures blanchies sur le volant. Elle savait qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Quand il était comme ça, c'était une tempête silencieuse, un mur de silence qu'il érigeait autour de lui quand il était blessé. Quand ils rentrèrent à l'appartement, Léo accomplit leur routine du soir avec une précision mécanique. C'était plus dérangeant que n'importe quelle explosion. Il prépara le dîner, des macaronis au fromage en boîte, mais il ne mangea pas. Il se contenta de pousser la nourriture dans son assiette avec une fourchette. Il lut une histoire à Maya avant de la coucher, mais sa voix était monotone. Les mots avaient perdu leur magie habituelle. Elle s'endormit en lui tenant la main, ses petits doigts agrippés aux siens, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Léo resta assis près de son lit longtemps après qu'elle se fût endormie, fixant son visage paisible. La culpabilité pesait lourdement sur sa poitrine. C'était lui qui avait laissé cela arriver. C'était lui qui avait ouvert la porte de leur vie.
Juste une fente, et une tempête s'était engouffrée. Il avait été si prudent pendant si longtemps, construisant pour Maya un monde sûr, prévisible et exempt de la douleur causée par les gens qui ne restaient pas. Il l'avait laissé tomber. Il repensa à toutes ses interactions avec Ellie, avec Ara, aux recommandations de livres, au café partagé, à la façon dont elle le regardait, qu'il avait prise pour de l'affection sincère. Tout cela lui semblait désormais corrompu. Une parodie cruelle d'une relation dans laquelle il avait été assez naïf pour croire. Il se leva et se dirigea vers le petit salon. Le livre qu'elle avait apporté pour Maya était toujours sur la table basse. Il le prit. Attendez. Le trouvant plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, il passa son pouce sur la couverture en relief. Une belle chose, un cadeau attentionné, ou simplement un achat irréfléchi pour une femme pour qui l'argent n'avait aucune importance? Une femme qui pouvait acheter et vendre des bibliothèques entières? Sans réfléchir, il sentit une vague de colère, chaude et vive, le submerger. Mais celle-ci se dissipa rapidement pour laisser place à une profonde et douloureuse tristesse. Il n'était pas seulement en colère contre elle, il était en colère contre lui-même d'avoir voulu croire en elle, d'avoir laissé sa propre solitude obscurcir son jugement. Il savait qu'elle était différente, il l'avait senti dès le début, mais il avait ignoré les signes avant-coureurs parce qu'il voulait que ce soit réel. Il reposa le livre sur la table avec un bruit sourd et regarda par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait. Le monde lui semblait un peu plus froid, un peu plus vide que ce matin-là. Il avait été idiot de penser qu'il pourrait un jour faire partie de son monde. Et il avait été encore plus idiot de l'inviter dans le sien. De retour dans un monde qui ne lui appartenait pas. Son appartement terrasse avec ses baies vitrées et son mobilier minimaliste lui semblait froid et stérile. Un musée de la vie qu'elle avait autrefois cru vouloir. Son téléphone vibrait sans cesse, recevant des appels et des messages de son équipe, de la presse, du conseil d'administration de sa fondation. Mais elle les ignorait tous. Assise sur un canapé en cuir blanc qui coûtait plus cher que la voiture de Léo, elle regardait les lumières de la ville sous une tapisserie scintillante de vie. Elle ne pouvait pas se connecter à l'image qui était partout en ligne. La vie secrète d'une milliardaire recluse en banlieue. Les gros titres étaient un mélange de spéculation sarcastique et de curiosité haletante. Il la dépeignait comme une excentrique volage, une femme jouant avec la vie des gens ordinaires. Pour leur propre amusement, il qualifiait Léo de cas social, d'échappatoire rustique, et chaque mot était une nouvelle coupure sur une plaie déjà ouverte. Son assistante, Catherine, finit par la joindre en se présentant à sa porte. Sans prévenir, le visage masqué par une inquiétude professionnelle et personnelle. « Hélar, tu dois faire une déclaration », dit-elle d'une voix ferme mais douce. Le conseil d'administration est en panique, et les médias s'en donnent à cœur joie. Et Lara secoua simplement la tête. Sa voix était un murmure. « Que pourrais-je dire? Que tout est vrai, que j'ai menti à un homme bon et trahi sa confiance, que je suis tombée amoureuse d'une vie. Je n'ai pas le droit... » L'expression de Catherine s'adoucit. « Oh, et Lara !» Elle s'assit à côté d'elle sur le canapé, renonçant à sa distance professionnelle habituelle. « Je savais que c'était plus qu'un simple projet. Tu n'as pas semblé aussi vivante depuis des années. » Lara poussa un soupir tremblant. « J'ai tout gâché, Kat. J'avais cette petite chose magnifique et je l'ai gâchée parce que j'étais une lâche, parce que j'avais tellement peur qu'il me voie comme une Vance que je ne lui ai jamais donné la chance de décider par lui-même. Tu peux arranger ça, dit Catherine. Tu peux publier un démenti, clarifier l'histoire, utiliser ton pouvoir pour le protéger. » Lara la regarda, les yeux remplis d'une résignation lasse. « Tu ne comprends pas, dit-elle. Ce n'est pas une question d'histoire, c'est une question de confiance. Et ce n'est pas quelque chose que je peux arranger avec un communiqué de presse ou un virement bancaire. » Il me regardait comme si j'étais une personne, pas un titre de journal. Et maintenant, je ne suis plus qu'une personne de plus qui lui a menti. Une personne de plus qui a prouvé que son monde et le mien ne peuvent jamais vraiment se rencontrer. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, appuyant sa main contre la vitre froide. « Je dois y retourner, dit-elle. Pas vers lui, pas encore, mais je dois réparer ce que je peux. Je ne peux pas effacer le mensonge, mais je peux essayer de contrôler les dégâts que j'ai causés. » La crèche était le seul endroit. Et Lara sentait qu'elle pouvait encore faire quelque chose de bien. C'était le sien, tangible, construit dans un but qui dépassait le simple profit. Elle arriva tôt le lendemain matin, avant tous les parents et les enfants, provoquant une vague de surprise parmi les parents. Elle ignora les regards curieux du personnel et se rendit directement dans le petit bureau qu'elle s'était approprié. Elle passa la journée au téléphone, non pas avec son équipe d'investissement, mais avec ses avocats et ses spécialistes en relations publiques. Sa voix était froide. Elle avait la voix autoritaire d'Alar Vance,
le PDG, le grand patron. Elle leur donna pour instruction d'envoyer une mise en demeure à la publication qui avait publié la photo. Elle leur fit rédiger une déclaration vague mais ferme, soulignant son droit à la vie privée et dénonçant la nature invasive et spéculative du reportage. Cela n'effacerait pas l'histoire, mais cela pourrait endiguer l'hémorragie, cela pourrait faire reculer les journalistes. C'était une mesure de limitation des dégâts, une compétence qu'elle avait perfectionnée au fil des années de crise dans l'entreprise, mais cela lui semblait vain. Il ne s'agissait pas de protéger sa propre réputation. Il s'agissait d'essayer de protéger Léo et Maya des conséquences de ses choix. Elle savait que c'était une tentative dérisoire, un pansement sur une plaie béante, mais c'était tout ce qu'elle pouvait faire. De loin, en fin d'après-midi, l'un des enseignants frappa à la porte de son bureau. Son expression, hésitante, « Mademoiselle Vance, un parent souhaite vous voir. Il dit que c'est important. » Le cœur d'Ella s'arrêta de battre. Elle savait de qui il s'agissait. Elle se leva, les mains tremblantes, et se dirigea vers le hall d'entrée. Léo se tenait près de la réception, lui tournant le dos. Il avait l'air fatigué, épuisé, mais il y avait une nouvelle dureté dans son attitude, une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il se retourna lorsqu'il entendit ses pas, ses yeux rencontrant les siens, avec une froide lucidité qui la fit tressaillir. « Je retire Maya de la crèche », dit-il d'une voix dénuée d'émotion. Ces mots la frappèrent comme un coup physique. « Léo, ne fais pas ça s'il te plaît. Cet endroit est bon pour elle. Elle y est en sécurité. » Il eut un petit rire amer. « Sûr ?» répéta-t-il. « Rien chez toi n'est sûr. Ton monde vient de s'écrouler sur le nôtre et tu appelles ça sûr ? Elle mérite d'être dans un endroit où elle n'est qu'une enfant. Pas la fille du mécanicien, le milliardaire avec qui tu sors. » Il cracha ces mots comme s'ils étaient empoisonnés. « Je ne sors pas avec toi, Léo. Je ne suis plus rien pour toi. » Il l'ignora. « Je l'ai déjà inscrite dans une autre crèche de l'autre côté de la ville. Elle n'est pas aussi chic que celle-ci, mais elle est honnête. » Ara sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Ce n'est pas juste pour elle, Léo. Tu l'as punie parce que tu es en colère contre moi. » Il s'approcha, sa voix se réduisant à un murmure grave et intense. « Je la protège. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Au lieu de se perdre dans un fantasme avec une femme qui n'était même pas réelle, il se retourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Il dit une dernière chose sans se retourner. « Tu peux garder le livre. Nous n'en voulons pas. » Il sortit sans un mot. La clochette de la porte tinta comme un glas funèbre. Ahara se tenait au milieu du hall vide, le silence pesant sur elle. Elle l'avait perdue. Elle avait perdu Maya. Et ce faisant, elle avait l'impression d'avoir perdu la dernière partie d'elle-même, qui était réelle. Les semaines qui suivirent furent studieuses et mornes pour Léo. Maya et lui s'installèrent dans une nouvelle routine, une nouvelle crèche, un nouveau rythme. Mais leur monde avait perdu toute sa couleur. La nouvelle crèche était bien, mais elle n'avait pas la chaleur et la créativité du Learning Grove. Maya ne se plaignait jamais, mais Léo pouvait le voir dans ses dessins, qui étaient désormais plus petits, moins vivants. Elle avait cessé de parler de ses nouveaux amis et avait commencé à poser des questions sur ses anciens. Elle le regardait parfois avec ses grands yeux perspicaces et lui demandait « Papa, ça te manque ?» Mademoiselle Ellie Léo détournait toujours la conversation, changeait de sujet ou faisait semblant de ne pas entendre. Mais la vérité, c'est qu'elle lui manquait d'une manière constante et profonde. Leur conversation matinale lui manquait, la façon dont elle riait de ses blagues stupides, la compréhension tacite qui s'était développée entre eux. La personne qu'il était lorsqu'il était avec elle lui manquait. Un peu plus léger, un peu plus optimiste, il se plongeait dans son travail à la bibliothèque. Il trouvait du réconfort dans l'ordre tranquille des étagères. Dans le bruissement des pages qui tournent, il a pris des heures supplémentaires, organisé un programme de lecture pour les enfants et lancé un atelier de réparation de livres pour la communauté Rocomaman. Il était occupé, productif, mais aussi profondément seul. Il continuait à la voir partout, dans le visage d'une femme dans une voiture qui passait. Dans le titre d'un magazine économique sur le kiosque à journaux, il détournait rapidement le regard, le cœur serré. Il évitait le parc, le restaurant, le vallon, ces petits coins du monde qui avaient brièvement été les leurs. Un soir, il rangeait des livres dans la section fiction. Lorsqu'il tomba sur le roman qu'elle lui avait offert, sa couverture usée lui sembla brûlante dans la main. Il lui avait dit qu'il n'en voulait pas, mais dans sa précipitation et sa colère, il avait oublié de le lui rendre. Il l'ouvrit, et le mot qu'il avait oublié tomba sur le sol. Celui-ci me rappelait ton caractère fort et un peu perdu. Mais avec un cœur bienveillant, il fixa la citation.
Les mots, son écriture élégante, un fantôme sur la page. Il l'avait traitée de menteuse, de fantaisiste. Mais ce mot, ce petit geste discret, lui semblait plus réel que n'importe quel titre de journal ou biographie d'entreprise. Il s'effondra sur le sol de l'allée vide de la bibliothèque, le livre ouvert sur ses genoux. Et pour la première fois depuis son départ, il se laissa ressentir tout le poids de sa perte. Il n'avait pas seulement perdu une femme qu'il aurait pu aimer, il l'avait repoussée parce qu'il avait peur. Et dans son effort pour se protéger d'une blessure potentielle, il en avait créé une certaine. Et Lara se plongea dans son travail avec une efficacité impitoyable qui effraya son équipe. Elle était de retour dans la salle du conseil, de retour dans le monde risqué du capital risque et de la finance internationale. Elle était vive, décisive et complètement détachée. Elle mit fin aux questions intrusives des médias par une série de manœuvres juridiques agressives et une seule interview télévisée où elle se montra si froide et redoutable que la presse se tourna rapidement vers des cibles plus faciles. Elle était à nouveau Ahara Vance, la femme en couverture des magazines, celle dont le nom faisait bouger les marchés. Mais la nuit, dans le silence de son penthouse, elle n'était plus Kara, et elle était plus perdue que jamais. Elle avait demandé à sa fondation d'investir des millions dans l'expansion du modèle Learning Grove en ouvrant de nouveaux centres dans des communautés défavorisées. Elle supervisait chaque détail, de l'élaboration des programmes à la conception architecturale. C'était un travail utile, un travail qui avait du sens, mais il ne comblait pas le vide laissé par Léo et Maya. Elle avait accroché le dessin que Maya avait fait pour elle au mur de son bureau à domicile, une touche colorée d'innocence dans un monde de contrats en noir et blanc. Elle suivait parfois du doigt le contour du monstre arc-en-ciel, le cœur serré par un chagrin sans nom. Un jour, Catherine entra dans son bureau, une tablette à la main, le visage soigneusement neutre. « Je pense que vous devriez voir ça », dit-elle en faisant glisser la tablette sur le bureau poli. C'était un lien vers un blog communautaire local de Leostown. L'article s'intitulait « L'ange de la bibliothèque », un hommage discret à un bibliothécaire local qui avait transformé la section enfants en un véritable paradis pour les enfants. On y voyait des photos de Léo assis sur un tapis coloré, entouré d'enfants, le visage animé tandis qu'il lisait un livre d'images. Il y avait une vidéo de son atelier de réparation de livres, où il apprenait patiemment aux enfants à réparer les pages déchirées et à recoller les reliures détachées. Il y avait une citation d'un parent qui disait « Il ne se contente pas de leur donner des livres, il leur apprend à les aimer et à en prendre soin. » Elle fit défiler le message, les yeux brûlants de larmes. Il faisait ce qu'il avait toujours fait, réparer les choses cassées, rendre le monde un peu meilleur à sa manière discrète. Il allait de l'avant, tandis qu'elle était coincée comme un fantôme dans sa propre vie. À la fin du message, il était fait mention de la prochaine collecte de fonds annuelle de la bibliothèque, un petit événement communautaire visant à récolter des fonds pour acheter de nouveaux livres et financer de nouveaux programmes. La date était dans 2 semaines. Ahar la fixa longuement, une idée folle et désespérée commençant à se former dans son esprit. Elle ne pouvait pas retourner vers lui en tant qu'Ahar Vance, le milliardaire. Elle ne pouvait pas effacer le mensonge. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-elle trouver un moyen de soutenir son monde sans jamais y mettre les pieds. Une fois de plus, la collecte de fonds de la bibliothèque était une humble affaire qui se déroulait dans la salle de lecture principale du bâtiment. L'odeur des vieux livres se mêlait à l'arôme du café, provenant d'une grande cafetière, et des biscuits, faits maison, disposés sur des assiettes en carton. Les habitants de la ville discutaient et enchérissaient sur des articles mis aux enchères silencieuses, une écharpe tricotée à la main, un chèque cadeau pour le restaurant local, un exemplaire signé du dernier roman d'un auteur local. Léo était dans son élément, se déplaçant parmi la foule avec un sourire discret, saluant les habitués et remerciant les gens pour leur soutien. Maya était son ombre, serrant un billet de tombola dans sa main et essayant parfois de chipper un biscuit quand elle pensait qu'il ne la regardait pas. L'événement fut un succès, témoignant de l'amour de la communauté pour sa petite bibliothèque. Mais alors que la soirée touchait à sa fin, Léo savait qu'ils n'atteindraient pas leur objectif de collecte de fonds. Ils avaient besoin d'un nouveau système informatique et d'une série d'encyclopédies qui ne dataient pas de 20 ans. Des choses insignifiantes à l'échelle mondiale, mais monumentales pour leur budget. Alors que la vente aux enchères silencieuses était sur le point de se terminer, la directrice de la bibliothèque, une femme aimable nommée Madame Gable, tapota l'épaule de Léo, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Léo, vous devez voir ça », dit-elle en le conduisant vers la table des dons. Sur la table se trouvait une simple enveloppe blanche adressée à la bibliothèque publique de Learning Grove. À l'intérieur se trouvait un chèque. Ce n'était pas un chèque personnel.
Il n'y avait aucun nom, juste le logo d'une entité philanthropique au nom générique. La Fondation Orchard. Le montant inscrit sur le chèque coupa le souffle à Léo. Selon vous, qui a laissé cette mystérieuse enveloppe et pourquoi? Écrivez votre hypothèse dans les commentaires. Il était suffisant pour financer leur liste de souhaits pour les 5 prochaines années. Madame Gable était ravie. Un véritable miracle. Elle n'arrêtait pas de parler d'un ange anonyme. Léo fixait le chèque, le cœur battant. Il savait que ce n'était pas un miracle. C'était elle, la Fondation Orchard. Learning Grove Orchard. Il comprit immédiatement le lien. C'était un geste si généreux et pourtant si discret. Comme d'habitude, Ara n'était pas venue. Elle n'avait pas appelé. Elle n'avait pas demandé pardon ni remerciement. Elle avait simplement vu un besoin et y avait répondu à distance, respectant la limite qu'il avait fixée. Il ressentit une vague d'émotions contradictoires, de gratitude, d'admiration et un profond sentiment de regret. Il l'avait repoussée, l'avait traitée de fantaisiste. Mais ses actions étaient plus réelles, plus tangibles que tout ce qu'il avait jamais connu. Il regarda autour de lui la salle bondée, les visages heureux de ses voisins, le sourire radieux de sa fille, et il comprit qu'Ara ne leur avait pas seulement donné de l'argent. Si ce moment a suscité en vous la même émotion, cliquez sur « J'aime » pour donner plus de force à cette histoire. Elle leur avait donné un avenir, et ce faisant, elle lui avait montré que son cœur était aussi grand que son compte en banque, et qu'il avait été idiot de s'en détourner. Léo ne pouvait pas oublier le chèque. C'était un geste discret et puissant qui en disait plus long que n'importe quelle excuse. Elle n'avait pas essayé de le reconquérir avec une grande démonstration romantique. Elle avait simplement soutenu le monde qu'il aimait en respectant les limites qu'il avait fixées, tout en lui montrant qu'elle tenait à lui. Cette prise de conscience s'installa profondément dans sa poitrine, un poids chaud et dérangeant. Il s'était tellement concentré sur le mensonge, sur la différence entre leur monde, qu'il n'avait pas vu la vérité de son caractère. C'était une personne bonne, une personne gentille, qui avait commis une erreur par peur, et non par malveillance. La même peur qui l'avait poussé à la repousser. Il se surprit à regarder le vieux livre usé qu'elle avait donné à Maya, celui qu'il lui avait dit de garder. Il le prit et passa ses doigts sur la couverture intérieure. Sa note était toujours cachée à l'intérieur. Un murmure d'une époque qui semblait à la fois lointaine et proche, comme si c'était hier. Une fois Maya endormie, il s'assit à son petit bureau avec un morceau de papier et un stylo. Il écrivit « Raya » et recommença une 12aine de fois. Les mots lui semblaient maladroits et inadéquats. Finalement, il écrivit simplement la vérité. « Ara, merci pour la bibliothèque, pour les livres, pour tout. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu es la femme qui a apporté de la soupe à ma fille quand elle était malade, qui m'a appris à rire à nouveau. J'ai eu tort de te repousser. J'avais peur et j'ai laissé ma peur rétrécir mon monde. Je ne sais pas s'il est trop tard ou si tu es passé à autre chose, mais si ce n'est pas le cas, je serai au parc samedi, celui avec l'étang au canard. J'y serai toute la journée. J'espère que tu viendras. » Il plia la lettre, la mit dans une enveloppe et l'adressa à la Fondation Orchard, espérant qu'elle lui parviendrait. C'était un pari risqué, un message dans une bouteille jetée dans une mer vaste et incertaine. Mais pour la première fois depuis des semaines, il ressentit une lueur d'espoir. Ce n'était pas un plan, c'était une prière. Ahar était en réunion du conseil d'administration. Lorsque la lettre arriva, Catherine la porta sur un plateau en argent. La posant discrètement à côté de son ordinateur portable, Lara jeta un coup d'œil à l'adresse de l'expéditeur, ou plutôt à l'absence d'adresse, et ne vit que le nom de sa fondation. Elle supposa qu'il s'agissait d'une autre demande de subvention et la mit de côté. Elle se concentra sur les projections trimestrielles présentées sur l'écran devant elle. Ce n'est qu'une fois de retour dans son bureau qu'elle l'ouvrit. La ville s'étendait sous ses yeux comme une carte silencieuse et scintillante. Elle finit par l'ouvrir. Son cœur s'arrêta lorsqu'elle vit son écriture familière et régulière, même sur le papier à en-tête formelle et impeccable. Elle lut la note une fois, puis 2 fois. Sa vision se brouilla sous l'effet des larmes, ses mains tremblaient. En suivant sa signature du doigt, elle comprit qu'il lui offrait une nouvelle chance, une petite ouverture fragile vers le monde qu'elle avait détruit. Elle regarda son agenda, une grille implacable de réunions, de vols et d'obligations qui s'étendaient sur des mois. Elle pouvait envoyer une voiture, organiser une réunion, traiter cela comme n'importe quel autre rendez-vous. Mais ce n'était pas ce qu'il demandait. Il la demandait elle, pas son entreprise. Il demandait Ellie, la femme qui s'asseyait sur les bancs publics et jetait du pain au canard. Elle appela son assistante, Catherine. « Libérez mon agenda pour samedi », dit-elle d'une voix ferme et claire. « Tout, absolument tout. » Catherine cligna des yeux, surprise.
Mademoiselle Vance, vous avez le sommet international sur les technologies à Genève. Je ne peux pas simplement annuler ça. Si, vous pouvez, dit Ara d'une voix plus douce. Dites-leur que je dois aller voir un homme à propos d'un étang à canards. Catherine la fixa longuement, un lent sourire se dessinant sur son visage. Bien sûr, mademoiselle Vance, dit-elle. Je m'occupe de tout. Ara se leva et se dirigea vers la fenêtre, la lettre serrée dans sa main. Elle regarda la ville en contrebas, mais pour la première fois, elle ne se sentait pas prisonnière. Elle se sentait libre. Elle ne savait pas ce qui allait se passer samedi. Elle ne savait pas s'il pourrait réparer ce qui était brisé. Mais pour la première fois depuis très longtemps, Ella Vance choisissait l'espoir plutôt que la peur, et l'amour plutôt que la solitude. Léo arriva au parc juste au moment où le soleil commençait à réchauffer l'air matinal. Il portait un petit sac à dos contenant un thermos de café, un livre et 2 sandwichs au beurre de cacahuète. Il ne savait pas si elle viendrait, mais il avait promis d'être là. Et Léo Morgan était un homme qui tenait ses promesses. Il choisit un banc face à l'étang au canard, le même où il s'était assis lors de cet après-midi parfait et ordinaire. Il s'installa, ouvrit son livre et attendit. Pour ne pas manquer ces histoires, abonnez-vous dès maintenant. Rendez-vous dans le prochain épisode. Les heures passaient lentement. Le parc se remplissait du rythme du week-end, avec les familles, les joggeurs et les promeneurs de chiens. Léo lut quelques pages, but une gorgée de café et regarda les canards glisser sur l'eau chaque fois qu'une voiture entrait dans le parking. Son cœur faisait un petit bond avant de retrouver un rythme régulier et patient à l'heure du déjeuner. Il commençait à perdre espoir. Peut-être que la lettre ne lui était jamais parvenue. Peut-être qu'elle l'avait lue et avait décidé qu'il était trop tard. Peut-être qu'elle était simplement passée à autre chose. Il mangea l'un des sandwichs, le pain lui semblait sec dans la bouche. Il pensa à Maya, qu'il avait laissée chez un voisin de confiance, et se demanda s'il ne ferait pas mieux de rentrer chez lui, d'admettre qu'il avait été idiot d'essayer, alors qu'il s'apprêtait à rassembler ses affaires. Une voiture entra dans le parking. Ce n'était pas une berline noire élégante, ni une limousine avec chauffeur. C'était une hybride simple et sans prétention, du genre de celles que conduisent les enseignants ou les infirmières. Une femme en sortit, les cheveux tirés en arrière, en une simple queue de cheval, vêtue d'un jean et d'un pull gris doux. C'était elle, Elara. Elle resta un moment près de la voiture, les yeux scrutant le parc jusqu'à ce qu'il le trouve. Elle ne se précipita pas vers lui. Elle marcha lentement, d'un pas mesuré et hésitant, comme si elle craignait qu'il disparaisse si elle se déplaçait trop vite. Léo se leva, laissant tomber son livre par terre. Ils se rencontrèrent à mi-chemin entre le banc et le parking. L'espace entre eux était rempli d'une année de mots non dits et de sentiments non résolus. « Salut », dit-il. « Salut », répondit-elle d'une voix à peine audible. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais », dit-il. « Je n'étais pas sûre que tu serais là », avoua-t-elle. Un petit sourire tremblant effleura ses lèvres. Ils restèrent là un long moment, se regardant simplement, le bruit du parc s'estompant en un bourdonnement lointain. Et Lara rompit finalement le silence. « Je suis désolé, Léo, pour tout, pour le mensonge, pour la douleur. J'ai été lâche. » Il secoua la tête. « Non, tu avais peur. Moi aussi. Je n'aurais pas dû te repousser. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû nous faire confiance. » Elle fit un pas hésitant vers lui. « Est-ce que c'est toujours possible entre nous ?» Il tendit la main et prit la sienne, entrelaçant ses doigts avec les siens, chauds et solides. « Je l'espère, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Parce que tu m'as manqué chaque jour. » Les yeux d'Ara se remplirent de larmes. Mais cette fois, elle n'essaya pas de les cacher. Elle serra sa main, une promesse silencieuse passant entre eux. Ce n'était pas une fin parfaite. C'était un début désordonné, compliqué et magnifique. Et alors qu'ils se tenaient au milieu du parc, avec les canards comme témoins, ils savaient tous deux que cette fois, ils seraient assez forts pour affronter n'importe quelle tempête. Tant qu'ils le faisaient ensemble, ils ont commencé lentement, prudemment, comme deux personnes qui réapprennent à marcher après une longue maladie. Ils ont passé le reste de ce samedi au parc sans parler du passé, mais de l'avenir, d'un monde où leurs deux vies pourraient se croiser. Sans se heurter, ils se sont retrouvés pour prendre un café la semaine suivante. Puis pour dîner la semaine d'après, Ara n'a pas caché qui elle était, et Léo ne s'en est pas détourné. Ils ont parlé de son travail, de sa fondation, de l'immense pression de son monde, et ils ont parlé de sa vie, des joies tranquilles de la bibliothèque, des défis liés au fait d'élever Maya seule. Ils ont appris à naviguer entre leurs différences avec honnêteté et un nouveau sens de l'humour. Ara a introduit Léo dans son monde, non pas avec grandiloquence, mais avec des moments calmes
et soigneusement choisi. Elle l'a emmené à l'inauguration d'une galerie, non pas comme son cavalier, mais comme un ami, un consultant pour la nouvelle aile consacrée à l'art pour enfants qu'elle finançait. Il l'a à son tour emmené dans son atelier et lui a appris à réparer correctement la reliure d'un livre abîmé, ses mains guidant les siennes avec une douce patience qui lui serrait le cœur. Elle est venue dîner chez lui et, cette fois, elle l'a aidé à cuisiner, riant alors qu'il brûlait le pain à l'ail et déclenchait l'alarme incendie. Maya était le pont qui les reliait. Son amour innocent pour eux deux apaisait les silences gênants et guérissait les blessures persistantes. Elle se moquait des gros titres ou des comptes en banque. Elle savait simplement que Mademoiselle Ellie faisait sourire son père, et c'était tout ce qui comptait. Un soir, ils étaient assis sur le canapé de l'appartement de Léo. Maya dormait dans sa chambre. La douce lueur d'une lampe de lecture projetait un cercle de lumière chaleureux autour d'eux. Ara était blottie contre lui, la tête posée sur son épaule, un livre ouvert sur ses genoux. C'était une scène d'une telle paix domestique que Ara en eut la gorge serrée. « J'ai une idée, dit-elle d'une voix douce. Je veux développer la fondation. Je veux construire des bibliothèques, pas seulement des crèches, des centres communautaires, des lieux où les gens peuvent trouver des histoires et créer des liens, et je veux que tu les diriges. » Léo se redressa et se tourna vers elle, l'air à la fois choqué et incrédule. « Moi, dit-il, je suis bibliothécaire, Ara, pas PDG. Tu es un bâtisseur, répondit-elle, les yeux brillants d'une conviction farouche. Tu construis des mondes avec des mots. Tu répares ce qui est cassé. Tu vois la valeur des choses que les autres négligent. Tu es la personne la plus qualifiée que je connaisse. » Il la regarda, sans voix. Elle lui offrait un monde dont il n'avait jamais osé rêver, non pas comme une aumône, mais comme un partenaire, un égal. C'était un geste de confiance si profond qu'il effaça les derniers vestiges de sa peur et de son doute. « D'accord, » dit-il d'une voix à peine audible. « D'accord. » La nouvelle bibliothèque était un chef-d'œuvre de verre et de bois chaleureux, une cathédrale moderne dédiée au pouvoir des histoires. Elle avait été construite au cœur de la ville, dans un quartier trop longtemps oublié, tel un phare d'espoir et de renouveau. L'inauguration fut un événement majeur auquel assistèrent le maire, les membres du conseil municipal et une foule de journalistes. Mais Ahara et Léo n'étaient pas sur la scène principale. Ils se trouvaient dans la section réservée aux enfants, un espace vivant et coloré que Léo avait lui-même conçu, jusqu'aux fauteuils confortables et asymétriques et aux coins lecture nichés dans des recoins inattendus. Ara était assise sur un tabouret bas, un livre d'images à la main, et lisait à un petit groupe d'enfants captivés. Sa voix était chaleureuse et animée, loin du ton froid et autoritaire qu'elle utilisait dans la salle de réunion. Léo se tenait à côté d'elle, la regardant avec un sourire fier et affectueux. Maya était à ses côtés, lui tenant la main, les yeux brillants, observant les deux personnes les plus importantes de son monde ensemble. Plus tard, après que la foule se fut dispersée et que les discours furent terminés, ils se retrouvèrent seuls dans le calme de la bibliothèque. L'odeur des livres neufs et de la peinture fraîche flottait dans l'air. Les lumières de la ville scintillaient à travers les immenses fenêtres, formant une toile de fond lointaine et étincelante à leur petit monde parfait. « C'est toi qui as fait ça ?» dit-elle Ara en désignant du doigt le magnifique espace. « Non », répondit-elle en lui prenant la main. « C'est nous qui avons fait ça. » Ils restèrent longtemps silencieux, leurs doigts entrelacés, dans un rythme confortable et facile entre eux. L'année écoulée avait été un voyage de guérison, d'apprentissage de la confiance, de construction d'un pont entre deux mondes qui semblaient autrefois impossibles à rapprocher. « Je t'aime, Léo Morgan, » dit-elle d'une voix douce. « Mais bien sûr, j'aime que tu sois un homme qui répare les choses cassées, qui voit le bon côté du monde et qui m'a appris à en faire partie. Je t'aime à l'Arvance, répondit-il, la voix chargée d'émotion. J'aime que tu sois une femme qui construit des bibliothèques, qui se bat pour les opprimés et qui a vu le meilleur en moi. Même quand je ne pouvais pas le voir moi-même, il se pencha et l'embrassa. Un baiser lent et profond qui était la promesse d'un avenir rempli d'amour, de rire et d'un million d'autres histoires encore à écrire. Et tandis que les lumières de la ville scintillaient, ils savaient qu'ils avaient enfin trouvé leur chemin vers la maison, non pas dans un lieu, mais l'un dans l'autre.